Bonjour, aujourd'hui, sixième séance de la séquence 6 du programme d'histoire de la classe de troisième, consacrée, je vous le rappelle, à la France des années noires, c'est-à-dire à la France de la défaite, de la collaboration, mais aussi des résistances françaises entre 1940 et 1944. Alors, pour les deux dernières séances, nous n'avons pas été gâtés puisque nous avons eu l'occasion de feuilleter deux des pages les plus sombres, les plus humiliantes, les plus terribles de l'histoire de France, à savoir la défaite de mai-juin 1940, l'invasion, l'occupation, et puis ensuite le régime de Vichy et sa collaboration d'État. Aujourd'hui, nous allons nous rattraper un peu avec une page un petit peu plus glorieuse, heureusement, consacrée, beaucoup plus glorieuse même, consacrée à la résistance extérieure. Et oui, la résistance extérieure française, nous allons commencer par elle. Des Français se sont battus depuis l'étranger, si le mot extérieur vous gêne, des Français se sont battus depuis l'étranger, hors de métropole, pour pouvoir libérer un jour le territoire national. Donc grand F, la résistance extérieure française, qu'on appelle souvent la France libre, et que l'on devrait appeler plus exactement la France combattante. J'ai mis entre guillemets, entre parenthèses, mais l'appellation est moins connue. Et la problématique qui va être la nôtre est la suivante: comment, avec qui, et pourquoi résister depuis l'étranger? Et finalement, quel bilan peut-on dresser de cette résistance extérieure française qui est restée parfois un peu inconnue aujourd'hui des générations actuelles? Donc on va tâcher de réparer cet oubli, ensemble. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu comme la séance précédente. On va partir d'un homme, d'un militaire et d'un discours. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le vieux maréchal Pétain et ça ne sera pas l'appel du 17 juin 1940. Cette fois-ci, ça va être le jeune général de Gaulle et son appel du 18 juin 1940. Alors, commençons à faire un peu plus connaissance avec Charles de Gaulle, qui a 50 ans lorsque arrive la défaite de mai-juin 1940. Donc il est beaucoup plus jeune que le maréchal Pétain. C'est un officier de carrière, lui aussi. Lui aussi a participé à la Première Guerre mondiale de manière relativement anonyme, courageuse mais anonyme, comme beaucoup de Français, parce que le capitaine à l'époque, Charles de Gaulle, a eu l'infortune d'être blessé, d'être fait prisonnier, envoyé dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne. Bon, il a essayé à plusieurs reprises de s'en échapper, mais il n'y est pas parvenu, donc il ne s'est pas couvert de gloire pendant la Première Guerre mondiale, mais du moins a-t-il fait son devoir, et même peut-être au-delà de son devoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il entre au gouvernement, en juin 1940, vous voyez, il est à l'arrière-plan, il est celui qui est en uniforme, voilà. Eh bien, il a un peu sorti de l'anonymat, parce qu'il est le seul officier français de la Deuxième Guerre mondiale à avoir momentanément stoppé les Allemands en mai 1940. Lors de la bataille de Montcornet, les troupes du général de Gaulle vont stopper les Allemands pendant 2 jours, ce qui aurait pu, avec un peu de chance, permettre à l'état-major français de lancer une contre-attaque qui aurait peut-être pu changer le sort de la guerre, mais il n'y a pas eu la contre-attaque, et finalement cette victoire de Montcornet est un coup d'épée dans l'eau, mais qui a fait que le gouvernement s'est intéressé à De Gaulle
et qu'il l'a donc fait rentrer comme secrétaire d'État, comme sous-ministre. Bon. Mais c'est pas dans ce rôle-là que De Gaulle va nous intéresser. Après la formation du gouvernement Pétain, dont il ne fait pas partie, et refusant l'armistice parce que refusant la défaite, De Gaulle va décider de rejoindre Londres et Churchill. Et le 18 juin 1940, il va lancer, avec l'autorisation de Churchill, le Premier ministre britannique, je vous le rappelle, il va lancer sur les ondes de la British Broadcast, la BBC, la radio anglaise, il va lancer à destination des Français restés en métropole un appel, le fameux appel du 18 juin, un appel à poursuivre le combat. Et les dés en sont jetés. De Gaulle s'impose auprès des Britanniques et auprès d'ailleurs des Français qui veulent bien le suivre, qui veulent bien l'écouter, ils ne sont pas si nombreux que ça, vous allez le voir, eh bien il s'impose comme le chef de ce qui sera l'autre France, non pas la France vaincue du maréchal Pétain et la France qui va collaborer avec l'ennemi, mais la France qui n'est pas vaincue, et qui ne s'avoue pas vaincue, et qui ne veut pas collaborer mais combattre Hitler. Cette France qu'on appellera la France libre. De Gaulle va prendre la tête des FFL, les Forces françaises libres, et va incarner à partir de 1943 la résistance française aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce que nous verrons au cours de la prochaine séance. Alors, deux remarques préliminaires concernant l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. La première remarque, qui est la moins importante, c'est que cet appel n'a jamais été enregistré. Donc, ce que je viens de vous faire entendre en classe, bien qu'il soit de la bouche même du général de Gaulle, n'est pas l'enregistrement original parce que, oui, ça peut paraître surprenant, mais cet appel, contrairement à celui du maréchal Pétain du 17 juin, n'a jamais été enregistré par les Britanniques. Ce que vous avez entendu, et qui reprend à peu près mot pour mot l'appel du 18 juin, c'est un appel qui a été répété donc par le général de Gaulle, comme il l'a dit, demain comme aujourd'hui je prendrai la parole sur les ondes. Eh bien c'est un rappel en fait de l'appel du 18 juin qui doit dater je crois du 20 ou du 22 juin 1940. Bon. La deuxième remarque, c'est que, et ça vous l'aurez remarqué, c'est que le 18 juin ça tombe le lendemain du 17 et que c'est pas un hasard. En réalité, même si De Gaulle a rédigé son appel le 18 juin, en réalité, il lui trotte dans la tête depuis plusieurs jours, parce qu'il sait, De Gaulle, il sait que Pétain va prendre la parole, il sait que Pétain va prendre la parole pour annoncer aux Français que la guerre est perdue, et qu'il faut négocier avec les Allemands. Or, comme De Gaulle est de l'avis exactement contraire, il attend que Pétain prenne la parole le premier, pour prendre la parole ensuite et le contredire. Et en fait, cet appel du 18 juin, c'est aussi et surtout la démonstration que le maréchal Pétain a tort de dire que la guerre est perdue et qu'il faut se rendre. Alors, bah oui, il le dit dès le début, enfin pas tout à fait dès le début, mais presque. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Et alors c'est là que De Gaulle est visionnaire, parce qu'il imagine déjà ce à quoi ressemblera le futur de la guerre, qui à l'époque n'est pas encore une guerre mondiale, je vous le rappelle, c'est une guerre européenne. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Bon le 18 juin 1940, il faut avoir un peu d'imagination pour considérer que la guerre est mondiale. Elle l'est, si on veut, dans la mesure où les Japonais font la guerre aux Chinois, mais ça fait peu comme argument.
parce que les Soviétiques et les États-Unis ne sont pas en guerre et font tout ce qu'ils peuvent pour l'éviter. Hein. Rappelez-vous le pacte de non-agression germano-soviétique d'août 1939, pardon. Donc De Gaulle, il fait le pari qu'un jour, les États-Unis et l'Union soviétique entreront en guerre contre l'Axe. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, hein, sans les nommer, ni les États-Unis ni l'URSS. Il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, c'est-à-dire les chars, hein, les panzers allemands, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Autrement dit, il imagine déjà le scénario de 1918, c'est-à-dire les Allemands submergés par le matériel américain. En fait, je vous le rappelle, la guerre de 1918, elle a été gagnée par les pays les plus industrialisés, ceux qui ont pu aligner le plus d'armes. Et pour De Gaulle, la Seconde Guerre mondiale sera la même, aura la même fin, la même logique. Et c'est pour ça que la France doit continuer le combat, même si c'est difficile, évidemment. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aux Français qui l'écoutent. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Bon, quand on dit que De Gaulle lance un appel aux Français, c'est vrai, c'est pas vrai. En réalité, De Gaulle, il est dans l'urgence. Il veut poursuivre le combat, mais il est tout seul, ou presque. Et pour pouvoir être un interlocuteur crédible, pour être un allié qui compte auprès de Churchill, il lui faut très vite s'entourer de combattants. Et c'est pour ça qu'il s'adresse prioritairement à des Français qui sont des spécialistes de la guerre, c'est-à-dire soit des combattants, soit des ingénieurs et ouvriers de l'industrie d'armement. Parce que les civils l'intéressent moins. Parce qu'un civil qui va rallier Londres, ben, il va falloir le former, il va falloir lui apprendre le métier de soldat, ça va prendre du temps. Or justement, le temps, c'est ce dont manque le plus et De Gaulle et Churchill. Parce que le 18 juin 1940, au moment où la France s'effondre, au moment où le Royaume-Uni se retrouve tout seul à faire la guerre, le timing est particulièrement serré parce que les Anglais savent qu'un débarquement allemand en Angleterre, c'est l'affaire de quelques semaines seulement. Donc il faut pouvoir agir très vite. Quoi qu'il arrive, et ça c'est la phrase géniale, c'est la phrase qui résume le discours, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Alors, je ne suis pas dans la tête du général de Gaulle quand il écrit cette phrase, mais je suis sûr, absolument certain, qu'il pense à la flamme du soldat inconnu. La flamme qui brûle sous l'arc de triomphe que les Allemands occupent depuis 4 jours. Et flamme que d'ailleurs les soldats allemands n'ont pas osé éteindre. Eux qui ne respectaient pas grand-chose, ils ont quand même respecté l'ancien combattant anonyme qui était le soldat inconnu. Et effectivement, cette idée de flamme qui doit continuer, la lueur de l'espoir, qui doit continuer à briller dans l'obscurité de la défaite, cette phrase-là, elle est absolument géniale et va devenir le symbole de cet appel du 18 juin. Et comme De Gaulle sait qu'au fond, il ne représente pas grand-chose aux yeux de Churchill, et qu'il a besoin de temps et de temps médiatique pour s'installer, pour devenir un interlocuteur crédible, ce que je vous expliquais il y a un instant, De Gaulle a besoin d'avoir un accès permanent à la radio. Parce que la radio de Londres, vous l'aurez compris, elle est captée par les postes de radio en France. Mais s'il ne peut lancer son appel qu'une seule fois, il y a peu de chances qu'il soit entendu. Et comme il n'est pas tout à fait certain que Churchill va l'inviter à prendre la parole régulièrement, eh bien De Gaulle force la main de son allié. Il rajoute une phrase qui n'était pas prévue à l'origine. « Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres ». Et c'est ce que De Gaulle fera.
Et ça va aussi permettre à des Français qui n'ont pas entendu l'appel du 18 juin, parce que beaucoup étaient sur les routes, hein, les routes de l'Exode, en train de fuir, eh bien ça va permettre à des Français, dans les jours qui suivent, d'entendre parler de ce général et de son appel à la résistance, et à le rejoindre à Londres. Et autant la victoire de Montcornet, du général de Gaulle, n'était qu'un coup d'épée dans l'eau, autant cet appel du 18 juin va être une grande réussite. Parce que, évidemment, même si ça peut faire sourire, hein, à peine quelques centaines d'hommes en armes présents autour de Gaulle pour le 14 juillet 1940 à Londres, évidemment, c'est une poignée de courageux volontaires, de courageux Français qui ont refusé la défaite. 500 hommes, c'est rien. Ça ne va pas faire vaciller l'Axe, ça ne va pas lui faire perdre la guerre à l'Axe. Mais néanmoins, le geste symbolique est fort. Le 14 juillet 1940, jour de la fête nationale, hein, ça ne vous aura pas échappé, fête nationale interdite en France occupée, ça va de soi. Eh bien, le 14 juillet 1940, c'est en tant que littéralement chef d'État, alors d'un État qui n'est reconnu quasiment par personne, pas encore par les États-Unis d'ailleurs, mais qui est au moins reconnu par Churchill et le Royaume-Uni, qui a désespérément besoin d'alliés, eh bien c'est en tant que chef d'État, littéralement, que De Gaulle passe en revue les troupes françaises libres, tant pis si c'est une poignée d'hommes, tant pis si on n'est même pas en France, ça n'est pas grave. Il existe une autre France que la France défaitiste et bientôt collaborationniste de Pétain. Il existe ce que De Gaulle appellera la vraie France, la France libre. Cette France libre a un chef, cette France libre a une poignée de combattants qui forment un embryon d'armée. Bon, ben, c'est peu, mais c'est toujours mieux que rien. Cette France libre a un allié, Churchill. Et cette France libre, au fond, il lui manque un territoire. Parce qu'il faut bien reconnaître que résister depuis l'étranger, c'est pas très porteur, et la propagande de Vichy qui va se déchaîner contre De Gaulle qui va être jugé, condamné à mort pour haute trahison, qui va même être, je vous le rappelle, on l'a vu en EMC, déchu de sa nationalité française. Eh bien, De Gaulle, pour la propagande de Vichy, c'est l'homme qui s'est lâchement enfui, qui s'est planqué de l'autre côté de la Manche pour échapper aux nazis, qui n'assume pas la réalité, c'est-à-dire la défaite, parce qu'effectivement, la défaite elle est incontestable. Quand vous avez les Allemands qui chantent Heili Heilo sur les Champs-Élysées, on ne peut pas dire autre chose que c'est la défaite. Et qui en plus se permet de donner des leçons, qui en plus se permet d'appeler à la résistance, bien planqué derrière ses amis anglais. Donc, vous voyez que la propagande de Vichy a beau jeu de se moquer et de dénoncer ce général de Gaulle. Bon, il faut absolument un surcroît de légitimité à la France libre, et pour cela, il lui faut un territoire qui soit bien franco-français. Et c'est pour cela que le général de Gaulle va jeter son dévolu sur l'empire colonial. C'est-à-dire que De Gaulle va tenter de prendre le contrôle de l'empire colonial français, qui, je vous le rappelle à l'époque, est tout de même le deuxième empire colonial au monde, derrière le Royaume-Uni, derrière celui du Royaume-Uni. C'est-à-dire que la France, certes,
a signé l'armistice du 22 juin 1940. La France est certes démembrée, en grande partie occupée, mais Pétain a obtenu d'Hitler que l'empire colonial reste intact. Et donc l'empire colonial français, comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, l'Afrique du Nord-Ouest, avec le Maghreb, l'AOF donc, l'Afrique occidentale française, un peu plus au centre de l'Afrique, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, parce que davantage située au niveau de l'équateur, et puis la grande île de Madagascar, en particulier, voilà, l'Afrique constitue le cœur de l'empire colonial français, sachant que l'Indochine va très vite tomber sous le contrôle des Japonais, et puis l'Indochine est beaucoup plus loin, ça pose des problèmes de distance, de logistique, donc ne parlons pas de l'Indochine, mais quoi qu'il en soit, il reste l'empire colonial d'Afrique, qui en théorie est sous légitimité vichiste, c'est-à-dire que le chef de l'État, c'est Pétain. Le patron, c'est Pétain dans l'empire colonial, et De Gaulle va tenter de faire se rallier à son autorité à lui, eh bien, cet empire colonial. Alors, cette carte de premier abord n'est pas forcément très sympathique, elle a l'air un peu complexe, on va tâcher de la déchiffrer ensemble. Commençons par les couleurs. Comme vous pouvez le voir, on voit sur cette carte l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. L'Afrique occidentale française va rester fidèle jusqu'à la fin de l'année 1942 au régime de Vichy. Va rester fidèle, loyal à Vichy. Et ça va être une amère déception pour De Gaulle, mais aussi pour son allié anglais Churchill, puisque cet immense territoire échappe à la France libre. Et pire encore, en septembre 1940, De Gaulle, aidé par les Anglais, a tenté un débarquement à Dakar pour en prendre le contrôle. Et De Gaulle et ses Français libres ont été rejetés à la mer à coups de canon par l'armée française présente en AOF, restée loyale à Vichy, et qui a tiré sur la France libre. Et ça n'a pas fait les affaires de Gaulle, qui en plus passe pour quantité négligeable aux yeux de l'américain Roosevelt, pour qui De Gaulle ne représente pas la France. La preuve. Heureusement pour De Gaulle, et grâce au soutien sans faille de son gouverneur Félix Éboué, qui sera lui aussi condamné à mort par Vichy, et bien grâce à Félix Éboué, l'Afrique équatoriale française, elle, va se rallier à De Gaulle dès 1940 et va offrir à la France libre du général De Gaulle une base de départ et surtout un territoire légitime puisque 100% français. Et De Gaulle va donc pouvoir quitter Londres d'une certaine manière pour s'installer en AEF. Et c'est depuis l'AEF que, depuis Brazzaville, que la France libre va participer au combat aux côtés des alliés britanniques et américains contre les Italiens et les Allemands en Égypte et en Libye. Donc ça concerne à la fois les étoiles rouges, les principales batailles auxquelles participe la France libre, en particulier Koufra et Bir Hakeim, dont on va reparler. Mais aussi, ça concerne les flèches qui nous montrent l'itinéraire de ces combattants de la France libre qui ont beaucoup voyagé pendant la guerre, puisqu'ils sont donc partis essentiellement de l'AEF en remontant vers le nord, c'est-à-dire vers la Libye, vers l'Égypte, c'est-à-dire là où on se bat
pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Et puis une fois les Italo-Allemands chassés d'Afrique du Nord, début 1943, eh bien, les Français libres, évidemment avec le soutien de leurs alliés américains et britanniques, vont participer au combat en Europe, participer à la libération de l'Italie, participer à la libération de la France, bien entendu, et vont même participer à l'invasion du Troisième Reich à partir de janvier 1945, ce qui va permettre, et ça c'était quasi inespéré, un véritable exploit. La France vaincue de 1940 est désormais vainqueur puisqu'elle a terrassé le monstre nazi aux côtés de ses alliés anglais et américains. Alors, je passe les détails parce que c'est pas vraiment à votre programme, parce que c'est un peu compliqué. Le ralliement de l'empire colonial africain de Gaulle va se faire dans la douleur, va prendre beaucoup de temps. L'AOF, en particulier l'Afrique occidentale française, va résister. Et quand je dis va résister, à coups de canon, hein, c'est-à-dire que l'armée fidèle au régime de Vichy va repousser les Français libres et leurs alliés anglais qui tentent de débarquer à Dakar notamment. Bon. Donc jusqu'en 1942, début 1943, l'AOF reste fidèle à Vichy. Et ça, pour De Gaulle, ça va être une énorme déception. Et ça va même poser problème vis-à-vis des Américains, en particulier du président des États-Unis, Roosevelt, qui a tendance à considérer De Gaulle comme une quantité négligeable, hein, c'est-à-dire comme finalement pas grand-chose. Heureusement pour De Gaulle, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, elle, va se rallier dès les premières semaines, grâce en particulier à son gouverneur, Félix Éboué, qui va courageusement, parce que lui aussi va se retrouver condamné à mort par Vichy, Félix Éboué va courageusement rallier toute l'Afrique équatoriale française à De Gaulle. Et ça va faire que l'AEF va devenir le premier territoire de souveraineté de la France libre. Enfin, De Gaulle va avoir un territoire français à lui, si j'ose dire. Et surtout, l'AEF va constituer la base de départ des forces armées libres, françaises libres, qui vont contribuer à la lutte contre l'Axe en Afrique du Nord d'abord, puis contribuer aux côtés des Alliés à la libération de l'Europe occidentale par la suite. Ce sont les flèches rouges sur la carte qui montrent l'itinéraire des troupes françaises libres, aussi bien première division, enfin peu importe les unités, que ce soit le général Koenig ou que ce soit le général Leclerc, peu importe, les Français libres vont partir de l'AEF, remonter vers le nord de l'Afrique, aller se battre en Égypte, en Libye, aux côtés des Anglais contre les Italo-Allemands, puis à partir de jusqu'en 1942-43, une fois que les Allemands et les Italiens auront été chassés d'Afrique, eh bien, avec l'aide des Américains et des Anglais, bien entendu, les troupes françaises vont traverser la Méditerranée, ou l'Atlantique, et vont s'engager dans les combats de libération de la France, avant de finir victorieusement leur parcours en 1945 en Allemagne. C'est-à-dire que cette France, la France vaincue le 22 juin 1940, va se venger d'une certaine manière, hein, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, en participant à l'invasion du Troisième Reich
aux côtés des Anglais et aux côtés des Américains. En 1945, la France libre, celle du général de Gaulle, fait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, croyez-moi, ça n'aura pas de prix pour l'avenir. Alors, commençons par le premier fait d'armes authentique de la France libre, Koufra et son célèbre serment. Alors, Koufra, il faut une bonne loupe pour trouver ce lieu, en plein milieu du désert de Libye, au sud du désert de Libye pour être plus précis. C'est un modeste fort, un petit fortin, tenu par une garnison italienne, loin de la zone réelle des combats entre les Italo-Allemands d'un côté, les Britanniques de la 8e armée de l'autre, puisqu'en réalité, les combats sont surtout situés sur le littoral méditerranéen, c'est-à-dire bien plus au nord. Et les Italiens de la division Sahariana qui sont dans ce fortin se croient bien à l'abri, et ils ont tort parce que malheureusement pour eux, le colonel Leclerc déboule avec un peu moins de 400 hommes, dont 250 indigènes, comme on les appelle à l'époque, des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire des soldats d'Afrique noire, des coloniaux, quoi, des Tchadiens, des Camerounais, ils ne sont pas tous sénégalais. Alors c'est une petite troupe équipée de briques et de broc, avec des vieux véhicules, 5 petits avions, mais qui sont des avions de reconnaissance, qui permettent d'observer, mais pas de bombarder ou de mitrailler. Des armes et des uniformes dépareillés. Bref, l'armée de Leclerc fait vraiment peine à voir et ne donne pas l'impression d'être bien redoutable, mais elle est animée de l'intention de se battre pour la France libre, et ça va tout changer. D'autant qu'en face, les Italiens ne sont pas très motivés. Eux qui avaient vraiment le sentiment d'être tranquillement à l'abri, n'ont pas envie forcément de mourir pour le Duce, de mourir pour Mussolini, et ils se rendent après un semblant de combat. Leclerc fait hisser les couleurs tricolores avec la croix de Lorraine, symbole de la France libre, sur le sommet du fortin, et devant ses troupes rassemblées, il va prononcer un petit discours, une allocution mémorable qui se termine par ces mots. « Nous sommes en marche. Nous ne nous arrêterons que lorsque le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. » Et si on réfléchit bien, Strasbourg étant à la frontière entre la France et l'Allemagne, au bord du Rhin, ça veut dire que si les troupes françaises sont à Strasbourg, ça veut dire que le territoire national est entièrement libéré. Ça veut dire que la France est libérée, ça veut dire que la guerre est gagnée. Donc en fait, Leclerc ne doute de rien. Ça, c'est peut-être la grande force de la France libre. Lui qui a si peu, pense faire beaucoup, et même plus encore, il pense pouvoir gagner la guerre. Et effectivement, le 23 novembre 1944, ces hommes, renforcés avec des chars, rentreront victorieusement dans Strasbourg, libérés. Et aussi modeste soit-elle, la bataille de Koufra a un impact symbolique immense pour les Français en lutte contre l'occupant, parce que il a tardé à venir, il est modeste, mais c'est quand même le premier succès militaire des Français libres. Voilà, De Gaulle qui s'était cassé les dents devant Dakar, qui avait connu l'humiliation de voir d'autres Français fidèles à Vichy lui tirer dessus au canon, eh bien De Gaulle, cette fois-ci, peut se faire valoir auprès de Churchill et auprès de l'américain Roosevelt d'une première victoire.
Et le général de Gaulle ne s'y trompe pas, hein. Dès le 3 mars, il télégraphie à Leclerc un message de félicitations, excusez-moi, j'en bafouille, qui se termine par des mots très inhabituels chez de Gaulle, qui était connu pour être d'une certaine froideur, d'une certaine distance, un peu intimidant, pas du tout quelqu'un de familier, pas du genre à se taper sur les cuisses en éclatant de rire. Eh bien, de Gaulle, sans doute terrassé par l'émotion, finit son télégramme par les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire, et je vous embrasse. Ah, ça, c'est du jamais vu. Et ça veut dire vraiment que cette victoire est importante. Alors, le graphique que vous avez sous les yeux n'est pas très difficile à interpréter. Et surtout, il a l'intérêt de nous montrer l'intérêt vital pour la France du général de Gaulle, la France libre, devenue France combattante à partir de 1943, c'est juste un changement de nom. Eh bien, l'intérêt vital pour de Gaulle et la France libre de faire main basse sur l'empire colonial français. Ben, tout simplement parce que, rappelez-vous, hein, le 14 juillet 1940, de Gaulle il a rassemblé autour de lui quelques centaines de soldats seulement. Donc c'est pas avec quelques centaines de soldats qu'il va pouvoir prétendre peser sur le sort de la Seconde Guerre mondiale. Mais si on rajoute les soldats des colonies, en particulier ceux qu'on appelle, avec un certain mépris, il faut bien le reconnaître, les indigènes, sans compter les soldats venus de métropole, en particulier les soldats de la Légion étrangère, qui sont d'excellents soldats et qui vont se couvrir de gloire, notamment à Bir Hakeim, eh bien, on arrive à des effectifs qui restent encore, certes, modestes, hein. On estime qu'il y avait à peu près autour de 70-75 000 hommes pour les troupes de la France libre en août 1943. Ça fait jamais que 3 ou 4 divisions, mais c'est toujours mieux que 500 hommes. Et si en plus on ajoute que ce sont des soldats courageux, eh bien ça représente des forces d'appoint non négligeables au service des Anglais et des Américains, qui finissent par reconnaître du bout des lèvres à de Gaulle une stature de représentant de la France. D'autant que l'apport en hommes se double d'un apport en richesse, en matières premières, parce que quand l'AEF se rallie à de Gaulle, elle lui apporte son caoutchouc et son or. Or, le caoutchouc vaut presque autant que l'or à l'époque, quand on sait que l'essentiel de la production mondiale de caoutchouc est tombé aux mains des Japonais en Asie-Pacifique, et que si vous vous demandez ce que vient faire le caoutchouc dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, rappelez-vous quand même que le caoutchouc permet de produire des pneus, et qu'on a eu besoin de beaucoup de pneus chez les Anglais, chez les Américains, hein, pour fabriquer des véhicules, des camions. Alors pas des chars, hein, les chars roulent pas sur des pneus, certes, mais les camions, les voitures, les motos, si. Et donc la France va vendre son or et son caoutchouc aux Américains, qui en échange vont fournir la France libre en armes, en équipements divers. Et c'est pour cela que la deuxième division blindée du général Leclerc, celle qui va libérer Paris en août 1944, je vous montrerai des images le moment venu, eh bien, les chars de la division Leclerc seront d'origine américaine, ça sera des chars Sherman, les mêmes que ceux de l'armée américaine, mais eux sont français parce qu'achetés par la France grâce au caoutchouc et à l'or de l'Afrique équatoriale française ralliée à de Gaulle. Le moment est venu d'évoquer ce qui constitue probablement le plus beau fait d'armes, héroïque, on peut le dire, de la France libre, puisqu'elle s'appelait encore libre à l'époque,
et qui se situe à Bir Hakeim. Alors, si vous étiez des petits Parisiens, je n'aurais pas besoin de vous dire qu'une station de métro de Paris, je ne sais pas sur quelle ligne, s'appelle Bir Hakeim, de la même manière qu'il y en a une autre qui s'appelle Stalingrad d'ailleurs, parce que Bir Hakeim, c'est véritablement un chef-d'œuvre de l'armée de la France libre. Alors, Bir Hakeim, comme vous pouvez le voir, se trouve au nord de la Libye, pas très loin de l'Égypte, c'est-à-dire au cœur des combats entre la 8e armée britannique qui protège l'Égypte, qui ferme la porte de l'invasion, aux troupes de l'Afrique à corps de Rommel et des Italiens de Mussolini. Et Bir Hakeim est un verrou stratégique. Les Anglais sont en pleine retraite parce qu'ils ont été repoussés par Rommel. Et Rommel cherche à détruire définitivement la 8e armée britannique. Et seule la première brigade française libre du général français Koenig, alors il porte un nom allemand mais il est bien français, ces Français vont s'interposer à Bir Hakeim pour empêcher Rommel d'en finir avec la 8e armée britannique. Bir Hakeim, c'est un petit peu, pour vous le faire comprendre, comme deux boxeurs. Un qui est sûr de sa victoire, qui s'apprête à donner le coup de poing définitif, celui qui va terrasser son adversaire. Donc ça, c'est le boxeur, il est allemand, c'est Rommel. Et puis de l'autre, vous avez un boxeur exténué qui peine à reprendre son souffle, qui est à deux doigts d'être KO. Et ben, c'est la 8e armée britannique. Et va s'interposer entre ces deux boxeurs, donc les Français libres de Marie-Pierre Koenig, dans un combat qui est extrêmement déséquilibré, puisque Koenig aligne moins de 4000 hommes, quand Rommel peut en aligner plus de pratiquement 40 000. C'est-à-dire que les Français libres vont se battre à 1 contre 10. Ils sont encerclés, donc l'issue de la bataille ne fait aucun doute, surtout que, encore une fois, la France libre ne pourra pas compter sur son allié britannique, puisque l'allié britannique est en pleine retraite, donc il ne risque pas de se porter au secours des Français libres. Eh bien, les Français vont tenir, et ils vont tenir le temps nécessaire pour permettre aux Anglais de se réorganiser, et mieux encore, ils vont infliger, alors qu'ils se battent encore une fois à 1 contre 10, ils vont infliger des pertes très lourdes à leurs adversaires, puisque les Français libres vont perdre l'équivalent d'un millier d'hommes, c'est-à-dire à peu près un tiers de leurs effectifs, mais ils vont infliger pratiquement 4 fois plus de pertes à leurs adversaires, vont détruire une 50aine de chars, vont abattre une 50aine d'avions, vont écœurer les Italo-Allemands de Rommel, et vont empêcher Rommel de détruire la 8e armée britannique et de faire main basse sur l'Égypte. En fait, Bir Hakeim, c'est une sorte de petit Verdun, si on veut comparer avec 1916. Et mieux encore, non seulement les Français vont tenir, vont sauver les Britanniques, mais en plus, ils vont réussir à s'échapper, eux qui sont encerclés. Ils vont s'échapper de nuit à la barbe, au nez et à la barbe de l'ennemi, dans la nuit du 10 au 11 juin. Et ils s'échappent pour une raison toute simple, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Ils ont tiré tous leurs obus. Donc les canons sont maintenant inutilisables, d'ailleurs ils vont les détruire, pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Et ils vont se faufiler entre les rangs de l'ennemi, alors que l'ennemi les a entourés de champs de mines. Enfin bref, c'est un fait d'armes, c'est un exploit dans l'exploit, un fait d'armes dans le fait d'armes. Les 2 tiers des troupes françaises échappent à l'ennemi et vont pouvoir rester libres de continuer à le combattre aux côtés des Anglais. Donc là, c'est un véritable pied de nez à Rommel et à ses troupes.
Et c'est aussi pour cela que Bir Hakeim est resté célèbre. Et on peut comprendre la fierté, l'immense fierté, la joie de ces soldats, toujours comme à Koufra, équipés de briques et de brocs, avec des casques anglais, des fusils parfois américains, enfin voilà, mais des gens extrêmement courageux, prêts à donner leur vie pour la France libre et les Alliés, et qui ont réussi à échapper à l'ennemi. Alors, il est temps de passer à notre exercice du jour, qui va nous permettre de comparer deux glorieux faits d'armes des forces françaises libres, hein, des FFL, à savoir la bataille de Koufra et celle de Bir Hakeim. Alors, je vous propose un certain nombre de réponses et je vous demande d'identifier quelles sont celles qui relèvent de la bataille de Koufra. Il faut donc les repasser en bleu. Quelles sont celles qui relèvent de la bataille de Bir Hakeim, et il faut les repasser en rouge. Prenez le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire la bataille de Koufra. Respectons la chronologie. Donc la bataille de Koufra se déroule au sud du désert de Libye, le 2 mars 1941. C'est une bataille assez courte, c'est plus d'ailleurs une escarmouche, comme on dit, qu'une véritable bataille, hein, mais quand même, ça compte. À l'époque, il n'est pas encore général, c'est le colonel Leclerc qui s'illustre, en s'emparant d'un fortin ennemi, c'est-à-dire détenu par les Italiens. On y trouve des Français de métropole, mais aussi des Sénégalais, comme on les appelle, enfin des soldats autochtones, hein, des soldats noirs d'Afrique. C'est la première victoire des FFL, avec moins de 400 soldats engagés, mais c'est tout ce que Leclerc avait sous la main. L'ennemi combattu est italien, et cette première victoire est à l'origine du fameux serment de Koufra, qui fait jurer aux Français libres de ne plus s'arrêter avant que les couleurs tricolores ne flottent sur le sommet de la cathédrale de Strasbourg. Et donc ce qui reste, logiquement, relève de la bataille de Bir Hakeim, c'est-à-dire un an après, du 26 mai au 11 juin 1942. Cette fois-ci, c'est la première brigade française libre, celle du général Koenig, qui est concernée, avec un effectif supérieur à un peu moins de 4000 hommes. La bataille qui se déroule à 1 contre 10 se déroule au nord du désert de Libye, face à un ennemi bien plus redoutable qu'à Koufra, puisque c'est l'armée italo-allemande de Rommel, l'Africa Corps de Rommel. Et c'est une défaite, certes, effectivement, hein, mais une défaite victorieuse qui permet en particulier de sauver la 8e armée britannique et qui permet donc la future victoire d'El Alamein. Alors, en ce qui concerne les dates clés, les repères chronologiques essentiels associés à la séance, eh bien aujourd'hui nous sommes gâtés, nous en avons deux absolument incontournables, en particulier le premier, c'est-à-dire le 18 juin 1940. Autrement dit, l'appel du général de Gaulle depuis Londres, l'appel à la résistance du 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC. Et le deuxième repère, tout aussi important, tout aussi chargé de symboles, mai-juin 1942, Bir Hakeim, la bataille de Bir Hakeim, cette sublime défaite aux accents de victoire, ce fait d'armes héroïque de la France libre dans le désert, où les Français résistent à 1 contre 10 pendant presque 15 jours à l'Africa Corps de Rommel. Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous invite à prendre avec moi connaissance du texte de la leçon intitulée La résistance extérieure, que je vous invite à bien apprendre
pour bien préparer votre brevet, sait-on jamais. Rebaptisée la France combattante à partir de juillet 1942. La France libre a pour chef incontesté le général de Gaulle. Son symbole est la croix de Lorraine tricolore. Son acte fondateur est l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres. Hébergé à ses débuts au Royaume-Uni, de Gaulle s'établit dans l'Afrique équatoriale française, l'AEF, puis conquiert progressivement le reste de l'empire colonial qui lui fournit la majorité de ses 70 000 combattants recensés à l'été 1943 et ses ressources en or et caoutchouc qui, je vous le rappelle, lui permettent d'acheter des armes à l'industrie américaine. Des faits d'armes jalonnent son histoire en Libye. Leclerc et son serment de Koufra en 1941, Bir Hakeim en 1942, mais aussi en Europe. La France combattante fournit des pilotes d'avion à l'URSS, participe au combat en Italie en 1943, puis fournit les troupes du débarquement de Provence le 15 août 1944. Déjouant la volonté américaine de placer la France sous tutelle, la 2e division blindée du général Leclerc libère Paris le 25 août 1944, offrant à De Gaulle la stature de chef d'État incontestable. La France combattante arrime la France au camp des grands vainqueurs en participant à l'invasion de l'Allemagne au début de l'année 1945. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour parler cette fois-ci de la résistance française intérieure.